Bienvenue à ce webinaire organisé par la Société canadienne de l'ASP, qui fait partie de la série de webinaires Ce qu'en disent les experts, auxquels prennent part différents spécialistes en sclérose en plaques. Merci de vous joindre à nous ce soir. Nous tenons d'abord à remercier notre commanditaire principal, Novartis, et nos commanditaires partenaires, Biogène, EMD Serono et Alexion, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je m'appelle Jean-Sébastien Lavoie. Il me fait grandement plaisir d'animer le webinaire de ce soir. Je suis un membre de la société depuis quelques années. J'ai participé entre autres à la web série Souper Parfait, à des capsules d'information sur l'ASP et je suis membre du comité national de jeunes adultes atteints de l'ASP. Donc oui, je vis avec l'ASP et en animant ces webinaires, j'apprends énormément en même temps que vous tous. Donc, avant de commencer, veuillez seulement noter que le webinaire est enregistré et pourra donc être visionné ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un courriel avec le lien vers l'enregistrement lorsqu'il sera disponible. Le lien sera également partagé sur la page Facebook de la Société de l'ASP. Si vous avez des questions durant la présentation, veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran. Bienvenue aussi aux participants qui nous suivent sur Facebook. Vous pouvez également poser des questions en commentaire. Nous tenterons d'en répondre au plus grand nombre possible après l'intervention de notre invité de ce soir. Veuillez noter que la Société de la SP n'approuve, n'endosse ni ne recommande aucun produit ou traitement en particulier, mais fournit plutôt de l'information pour aider les personnes à prendre leurs propres décisions. Donc, sans plus tarder, je désire maintenant souhaiter la bienvenue à l'expert qui prendra part au webinaire de ce soir, Vincent Joly. Alors, salut Vincent. Bonsoir. Donc, laisse-moi te présenter plus amplement à tout le monde qui sont à l'écoute en ce moment. Donc, après un passage en cabinet comptable, Vincent Joly a cofondé Joly Groupe Financier Conseil en 2016. Les compétences et l'expérience acquises lors de son passage en cabinet permettent à Vincent d'être un partenaire à valeur ajoutée pour ses clients. Vincent Joly a un baccalauréat en administration des affaires et un diplôme de deuxième cycle en comptabilité financière de l'Université de Sherbrooke. Il détient également le titre de CPA depuis 2014 ainsi que le titre de conseiller en placement et de conseiller en sécurité financière depuis 2016. Alors, encore une fois, bienvenue Vincent, la parole est à toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de l'invitation. Je vais... Bon, voilà le PowerPoint. Donc, encore une fois, merci de l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. J'espère que l'intervention que je vais faire va pouvoir profiter là, à la communauté de la SP. Bien entendu, en fin de présentation, ça va me faire plaisir de répondre aux plus de questions possibles si jamais il y en avait. Euh, on m'a déjà présenté, donc je repasserai pas là-dessus. Là, effectivement, CPA, conseiller en placement, conseiller en sécurité financière, donc le pédigré a déjà été dit. Alors, je passe. Le but de la soirée, pour moi, ce que j'ai convenu avec les gens de l'organisme, c'était de faire un tour d'horizon relativement large au niveau de l'organisation financière des personnes, bien entendu avec un angle pour les personnes qui seraient atteintes de la SP. Donc, vous allez voir, on va couvrir plusieurs éléments. On va faire un rappel dans un premier moment de mesures fiscales qui sont importantes à connaître quand on est atteint de la sclérose en plaques ou quand des gens dans notre entourage pourraient être atteints. On va aussi parler de l'importance de l'épargne, mais aussi des outils qu'on peut utiliser pour maximiser notre épargne, donc maximiser l'effet de chacun de nos dollars. On va faire un tour par la suite au niveau des aspects de la sécurité financière. Quand on parle de la sécurité financière, souvent il va y avoir des notions d'assurance de ce côté-là. Donc, quelles sont les protections qui sont pertinentes quand on est atteint de l'ASP et quelles sont les possibilités qui sont offertes à nous aussi. Et bien entendu, on termine avec la période de questions. Alors, sans plus tarder, je vous amène au premier point, au niveau des mesures fiscales à connaître. Il y a une mesure où on va passer un peu plus de temps sans y aller dans les très grands détails, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées. On va en nommer quelques autres. Mais la première chose que je peux vous dire de ce côté-là, c'est que on va en parler par après, mais il y a déjà eu un webinaire de données au niveau des mesures fiscales où il y avait beaucoup de profondeur qui était donnée dans les informations. Alors, on va en rediscuter tantôt, mais je vous invite à le revoir suite à ma présentation si vous avez des questionnements très poussés. Alors, au niveau du crédit pour personnes handicapées,
Euh, c'est peut-être un des crédits les plus centraux quand on a un diagnostic de SP. Pas que tous les gens atteints de la SP vont y avoir droit, mais que ceux qui y ont droit vont pouvoir en tirer un avantage important. Donc, qu'est-ce que c'est que ce crédit-là? C'est un crédit d'impôt non remboursable d'une valeur approximative de 1800 par année. Quand on dit crédit d'impôt non remboursable, ça veut dire que pour avoir droit à l'économie de 1800 il faut qu'on ait des impôts payables à la fin de l'année. Donc, si on est dans une situation où on n'a déjà aucun impôt à payer parce qu'on ne travaille pas, on a des revenus minimes, le crédit comme tel n'a pas de valeur. Ceci dit, on va le voir plus tard, ce n'est pas le seul avantage du crédit. Mais pour toutes les personnes qui ont des impôts à payer, 1800 de plus dans une année, ça se prend relativement bien. Ce crédit-là est admissible aux personnes qui vivent avec des impacts sévères de la maladie parce que c'est un crédit qui va être ouvert aux personnes qui ont une limitation importante au niveau de leur activité de la vie quotidienne. Donc, que ce soit se nourrir, se vêtir, se déplacer, rester continent, il y a une certaine liste. Et pour avoir droit au crédit, il va falloir qu'un professionnel de la santé atteste qu'on répond aux critères dans la loi de l'impôt pour avoir droit au crédit. Souvent, on va penser à notre médecin, mais même des infirmières peuvent désormais remplir les formulaires qui ouvrent le droit à ce crédit-là. Une des choses qui est très intéressante ou pertinente à savoir, c'est que le crédit peut être rétroactif. Donc, si du fait qu'on ne connaissait pas l'existence du crédit, on ne l'a jamais demandé, mais qu'on a un diagnostic avec une sévérité suffisante pour avoir droit au crédit d'impôt qui date de plusieurs années, on va pouvoir ajuster nos déclarations d'impôt jusqu'à 10 ans en arrière. Donc, si moi, j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques il y a 15 ans et que depuis 11 ans, j'ai des limitations importantes dans ma vie quotidienne, je vais pouvoir aller récupérer 10 ans de valeur de crédit d'impôt dans le passé. Donc, si on fait des mathématiques grossières, on s'aperçoit que c'est probablement une valeur de plus de 15 000 accessible à très court terme. Donc, déjà, quelque chose qui mérite peut-être une discussion avec notre comptable, avec notre professionnel de la santé, à savoir est-ce qu'on pourrait se qualifier de ce côté-là. L'autre élément qui est important, puis qu'on va discuter un peu plus en profondeur ce soir, c'est que au-delà de la valeur monétaire du crédit, le fait d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées va ouvrir notre droit à ouvrir un régime enregistré d'épargne invalidité, qui est un régime, on va le voir encore une fois, qui peut être très payant. Donc, de ce côté-là, premier critère à avoir, premier crédit à avoir en tête, avoir le réflexe de poser les questions aux professionnels qui nous entourent, à savoir est-ce que je pourrais être admissible à ce crédit-là. Comme je vous l'avais dit, il y a déjà eu un excellent webinaire qui a été donné en février 2021 par des gens de chez Raymond Chabot qui couvraient le crédit d'impôt pour personnes handicapées encore plus en profondeur que ce que j'ai fait et un certain nombre d'autres crédits ou mesures fiscales qui pouvaient être très pertinentes, donc crédit pour déficience grave et prolongée, les crédits pour frais médicaux, les montants pour aidants naturels. Ce que je peux vous dire, c'est peut-être prenez le temps de revoir ce webinaire-là si c'est un souci pour vous d'aller maximiser vos finances. C'est pas du temps qui est perdu. Et bien entendu, toujours vous référer à votre comptable, aux professionnels qui vous entourent pour avoir les réponses là, vraiment ajustées à votre situation. Donc, ça, c'était le rappel rapide au niveau des mesures fiscales. On va tomber un petit peu plus appuyé du côté financier. Donc, on va tomber au niveau des notions d'épargne. Deux notions, le coussin de sécurité, l'épargne à long terme. Dans les deux cas, vous comprendrez bien qu'un coussin de sécurité et la nécessité d'épargner pour notre sécurité financière à long terme, c'est pas propre aux gens qui ont un diagnostic de sclérose en plaques. Ceci dit, c'est peut-être des notions qui sont d'autant plus critiques ou importantes si on est atteint de sclérose en plaques, du fait que malheureusement, la SP, c'est une maladie qui est imprévisible. Donc, ça va faire en sorte que peut-être on va avoir besoin plus fréquemment ou de manière encore plus imprévue que d'autres personnes d'accéder à un coussin de sécurité. Dans la même logique, peut-être qu'au niveau de l'épargne à long terme, on va voir, là, on va avoir des critères supplémentaires pour appuyer l'idée que plus tôt on commence, mieux que c'est pour nous. Alors, au niveau du coussin de sécurité, euh, souvent, on a le réflexe de dire, ben moi, je vais économiser de l'argent dans mon compte chèque et c'est ça mon coussin de sécurité. C'est une bonne façon de procéder. Le fait est que le coussin de sécurité, il faut que ça soit, accessible. Il faut que ça soit très stable. On ne veut pas que ce soit des placements qui puissent baisser
au moment où on voudrait accéder aux sommes ou au moment où on devrait accéder aux sommes. Mais est-ce que c'est automatiquement du cash, si vous me permettez le terme, qui doit être dans notre compte chèque? Ça peut. Mais l'autre façon, parfois, qu'on peut considérer un coussin de sécurité, c'est tout simplement d'avoir de l'espace dans une marge de crédit. Par exemple, une marge de crédit hypothécaire, parce qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt ont tendance à être plus favorables. C'est sûr qu'avec l'environnement de taux d'intérêt qui monte très rapidement actuellement, peut-être que l'optique de la disponibilité de marge de crédit est beaucoup moins intéressante que ça ne l'était avant. Mais si, pour nous, c'est inconcevable ou ça nous pue au nez que de laisser, je vais mettre ça en parenthèse, là, mais traîner de l'argent dans notre compte chèque et qu'on veut absolument le mettre au travail quelque part, ben, le côté marge de crédit peut être intéressant. Ceci dit, il faut bien considérer, un, le taux d'impôt qu'on aurait à payer au moment de rembourser si jamais on accède à ce coussin-là, et deux, peut-être encore plus important, notre capacité à rembourser ce prêt-là si bel et bien on contracte un emprunt dû à un imprévu. Ça, c'était les types de coussins. Donc, du cash, une disponibilité sur une marge ou un autre type de prêt. Maintenant, quel est le montant que je devrais avoir en coussin de sécurité? C'est dommage, c'est une réponse plate parce que ça dépend chacun de notre propre situation. Euh, la vraie réponse, c'est que notre coussin de sécurité devrait nous soutenir le temps nécessaire à ce qu'une autre source de revenus vienne pallier notre manque à gagner. Donc, si on fait un arrêt de travail, euh, à cause de la sclérose en plaques qui vient limiter notre capacité à travailler. Dans un cas idéal, le coussin de sécurité va être là pour nous soutenir le temps qu'une assurance invalidité vienne remplacer une partie raisonnable de notre salaire. Si on n'a pas d'assurance invalidité, mais là, le coussin de sécurité peut-être devrait être plus important pour vraiment nous soutenir très longtemps, le temps qu'on puisse faire un retour au travail éventuel dans le meilleur des mondes. On entend souvent sur le marché, on entend souvent dans les médias, tout le monde devrait avoir 3 mois de coût de vie comme coussin de sécurité. C'est pas un mauvais conseil, mais c'est un conseil qui est une règle du pouce, donc imparfaite par définition. Le 3 mois vient d'où? Le 3 mois vient, selon moi, du fait que la plupart des contrats d'assurance salaire, d'assurance invalidité, deviennent payables après un délai de carence de 90 jours. Donc, d'où la logique du 3 mois. Pendant 3 mois, je n'ai pas de support de mon assurance, mais par la suite, je commence à avoir un remplacement de salaire, d'où la nécessité moins importante du coussin de sécurité rendu là. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais exposer pour le coussin de sécurité. Ça m'amène à parler de l'épargne à long terme. L'épargne à long terme, encore une fois, c'est pas propre seulement à la communauté de l'ASP. L'épargne à long terme, tout le monde devrait y penser, sauf que dans les cas dont on parle ce soir, donc la communauté de l'ASP, c'est sûr que notre carrière est peut-être un peu plus imprévisible. Peut-être qu'on va pouvoir travailler un peu moins longtemps parce que la maladie, malheureusement, va prendre de la place plus tard dans notre vie. Peut-être aussi qu'on va avoir des arrêts de travail plus fréquents. Donc, peut-être que notre capacité à épargner de manière constante et récurrente est plus difficile que pour certaines autres personnes. Alors, à ce moment-là, euh, plus tôt on commence, plus on commence à se faire des acquis, à pouvoir bâtir sur du solide rapidement, ce qui est tout à notre avantage. J'ai parlé des aspects pourquoi on devrait le faire à cause de la maladie, mais c'est aussi important, je pense, ou intéressant du moins, de se dire pourquoi c'est intéressant de commencer à court terme aussi. Une chose qui est importante à comprendre, que c'est pas tout le monde qui réalise pleinement, c'est que le temps est notre allié quand on parle d'épargne à long terme. Pourquoi? Parce que dans le temps, l'épargne a un effet exponentiel. Donc, si on se rappelle nos mathématiques, je ne sais pas si je vais être du bon bord dans l'écran. Non, je ne suis pas du bon bord, je vais me changer. Quand on commence notre épargne, tranquillement, pas vite, ça va monter et plus c'est investi longtemps, plus ça va monter rapidement. Donc, j'ai essayé de le faire à la caméra. Vous m'excuserez, c'était pas le plus grand des succès, mais c'est l'idée que à l'année 1, j'investis 100 je fais 5% de rendement. L'année 2, j'ai 105 Donc, si je fais encore 5% de rendement, je vais faire 5% de 105. Et l'année suivante, mon capital va toujours être en grossissant, même si je n'ai pas remis de nouvel argent. C'est donc dire qu'un dollar économisé jeune vaut plusieurs dollars économisés en fin de carrière. Alors, quand on parle de la carotte et du bâton, ben la carotte, c'est de dire c'est très payant de le faire le plus vite possible. Le bâton, c'est si on le fait pas, peut-être qu'on va le regretter plus tard. La dernière chose, peut-être que j'ajouterais là-dessus, c'est que
tout le monde peut vivre un stress financier s'il manque d'argent. Donc, plus vite on sait qu'on a des assises financières fortes, plus vite ça va nous enlever un certain poids mental vis-à-vis de la maladie si jamais on avait des périodes difficiles avec des poussées. Donc, encore de ce côté-là, une bonne raison de ne pas laisser traîner les choses. Ça m'amène à une partie qui est peut-être un peu moins théorique, un peu moins connue pour la plupart des auditeurs et je trouve très intéressante aussi, c'est quels sont les outils qu'on devrait envisager pour maximiser notre épargne. Pourquoi maximiser? Ben parce que la plupart des gens n'ont pas la chance d'avoir des capacités financières infinies. On n'a pas de l'argent qui nous sort par les oreilles, donc on doit faire des choix à savoir où est-ce que je vais allouer ma capacité d'épargne. Est-ce que ça va être dans un régime acheté d'épargne invalidité, dans mon REER, dans un CELI? Est-ce que je vais payer mes dettes? Donc, beaucoup d'outils qu'on peut utiliser, mais qui ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Celui sur lequel je vais le plus m'attarder ce soir, c'est celui que j'ai entrouvert la porte tantôt, c'est le régime enregistré d'épargne invalidité. C'est ce régime-là auquel on a accès seulement si on a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est pour ça que je voulais le rappeler en début de présentation, l'existence du crédit et les critères généraux pour y accéder. Mais une fois qu'on a droit à ce crédit-là, on peut ouvrir un régime enregistré d'épargne invalidité et le REEI, si on prend l'abréviation, est probablement le régime le plus payant qui existe au Canada. Donc, les gens qui ont accès devraient définitivement avoir une discussion avec leur conseiller financier à savoir est-ce qu'on devrait en prendre avantage. Pourquoi c'est payant? Bien, premièrement, c'est un régime qui est subventionnable. Parfois, l'expérience que les gens ont avec un régime subventionnable, ça va être le régime enregistré d'épargne études qui est un peu plus connu que le REI. Donc, c'est l'idée que quand on met des sommes dans le régime, le gouvernement va rajouter des sommes supplémentaires dans notre régime qui nous appartient à nous sous forme de subvention. Dans le cadre du REI, on peut quand même aller chercher 70 000 de subvention au courant de notre vie. Donc, c'est 70 000 d'argent sans risque à aller chercher si on fait un minimum de cotisation dans le régime. Donc, déjà là, un très bon argument pour s'y intéresser. Au niveau des subventions, c'est important de savoir que les subventions sont modulées en fonction du revenu familial. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en bas d'un certain seuil de revenu, le gouvernement va subventionner plus fortement les dépôts qu'on va faire. Et quand on a la chance d'avoir un revenu familial qui est élevé, les subventions vont être un petit peu plus limitées. Mais tout le monde qui peut ouvrir un régime enregistré d'épargne invalidité va avoir droit à des subventions. C'est juste que dans un système où on veut peut-être avoir une équité au niveau de la gestion de la fiscalité canadienne, ils ont décidé d'avantager des personnes à plus faible revenu, ce qui est peut-être un bon point pour encourager ceux qui ont une capacité d'épargne plus faible. On va pouvoir aller chercher des effets importants, même avec peu d'argent. Au même titre que le crédit d'impôt était on pouvait y aller dans le passé, 10 ans en arrière, mais au niveau des subventions aussi, on va pouvoir aller chercher notre droit aux subventions jusqu'à 10 ans en arrière si notre diagnostic et notre limitation sur la vie quotidienne datent de plus de 10 ans dans le passé. C'est sûr que si notre diagnostic est récent, on ne pourra pas aller chercher 10 ans en arrière. Mais si on y a droit depuis plus de 10 ans, que c'était juste par un manque de connaissances qu'on n'a pas fait la demande, on peut cumuler 10 ans en arrière les droits aux subventions. Une deuxième partie importante et très intéressante du régime enregistré d'épargne invalidité, c'est le bon canadien pour invalidité. Le bon canadien pour invalidité, c'est carrément de l'argent qui va être déposé dans le compte sans qu'on ait à mettre un seul dollar de cotisation de notre propre argent. C'est accessible aux familles qui ont des revenus modestes, mais si c'est le cas, prenons tout simplement l'exemple une personne célibataire qui n'est pas capable de travailler parce que la sclérose en plaques est trop limitante dans sa vie, ben, n'a qu'à ouvrir un régime et au courant des années, va se voir déposer 20 000 d'argent de la part des gouvernements à travers le bon canadien pour l'épargne invalidité. Donc, un très bon argument pour ouvrir le régime sans aucun doute. Les bons aussi, on peut reculer jusqu'à 10 ans en arrière si notre date de diagnostic et notre date de limitation dans nos activités quotidiennes le permet. Et oui, je l'avais déjà mentionné, aucune contribution nécessaire pour aller toucher ces sommes-là, c'est tout simplement en fonction du revenu familial déclaré. Un aspect, peut-être une des limitations les plus plates dans le régime d'épargne invalidité, c'est que c'est un régime d'épargne long terme.
on devine à travers le fonctionnement du régime que les gouvernements veulent vraiment aider les personnes atteintes d'un handicap, d'une maladie qui est très prenante, à se créer une solidité financière pour le long terme. Donc, comment ils font ça dans le cadre du REI, c'est qu'ils vont pas nous empêcher, mais nous forcer un peu la main à ne pas retirer nos sommes rapidement. Parce que pour pouvoir retirer les sommes du régime, sans se faire récupérer des subventions et des bons canadiens pour l'épargne invalidité, il va falloir attendre 10 ans suivant notre dernière cotisation dans le régime. Alors, c'est vraiment dans une optique d'accumulation long terme pour notre fin de carrière, pour notre retraite. Ce n'est pas un régime qui est pour l'année prochaine. Fait que de ce côté-là, important de bien comprendre le fonctionnement du régime. Il y a une exception à cette règle-là, c'est si jamais un praticien de la santé nous donne un diagnostic d'espérance de vie limitée, donc de moins de 5 ans. À ce moment-là, la période de 10 ans n'est plus nécessaire pour qu'on puisse décaisser sans se faire récupérer des subventions et des bons. Je vous ai chiffré un exemple au niveau du régime avancé d'épargne invalidité. En fait, par souci de cohérence, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, si jamais il y a des gens qui vont revoir le webinaire de Raymond Chabot, j'ai pris le même exemple qu'eux autres. Mais je trouve que ça démontre très bien la puissance du régime pour les gens qui ont accès et qui se donnent la peine de cotiser un peu d'argent. Donc, l'exemple qui est à l'écran en ce moment, c'est l'exemple d'une personne qui a un revenu familial de moins de 31 000 Revenu familial, ça veut dire, si on est un couple, le revenu de monsieur, en fait, les deux personnes dans le couple, pas nécessairement un monsieur et une madame, mais les deux conjointes, doivent avoir moins de 31 000 de revenus déclarés. Si on est célibataire, c'est notre seul revenu à nous. Donc, si on a moins de 31 000 on cotise 3 000 et qu'on fait partie des gens qui, par manque de connaissances, n'avaient pas fait les demandes de crédit dans le passé et qu'on a le droit de récupérer 10 ans en arrière. Mais à ce moment-là, avec un seul 3 000 de cotisation, vous allez voir qu'on va récupérer énormément d'argent avec l'ouverture d'un régime. Premièrement, du fait qu'on a un revenu plus modeste, on va être capable d'aller récupérer les 10 années en arrière au niveau du bon canadien d'épargne invalidité. Donc, 10 000 à aller chercher tout simplement en ouvrant le compte de ce côté-là. Il y a, je ne sais pas si juste moi, à l'écran, il manque un 1 000 dans la colonne, mais j'ai déjà inclus le 1 000 pour l'année en cours, parce que du fait qu'on a un revenu de moins de 31 000 pour l'année en cours, on va avoir droit à un nouveau 1 000 aussi cette année-là. On est à 11 000. Et quand on va cotiser notre 3 000 du fait qu'on a 10 ans de récupération à faire sur nos subventions maximales, on va pouvoir se faire tripler notre dépôt. Donc, on va déposer 3 000 et les gouvernements vont déposer un total de 9 000 de subventions dans le régime. C'est donc de dire qu'on a déposé 3 000, on a ouvert le régime et j'ai quelques semaines, quelques mois plus tard, 23 000 de capital dans mon régime. C'est donc un rendement sans risque initial de 667 Pas besoin de vous dire que c'est à peu près impossible à battre des rendements comme ça sans risque. Donc, très pertinent, encore une fois, de poser les questions à vos conseillers financiers. Est-ce que je pourrais avoir accès à un véhicule aussi payant que ça? Au niveau du fonctionnement des subventions, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que ça va vraiment être propre à chaque personne, mais grosso modo, les personnes qui ont un revenu familial de moins de 97 000 environ vont habituellement avoir le droit de se faire tripler leur premier 500 par année. Et par la suite, le prochain 1 000 va pouvoir être doublé. Les personnes qui ont des revenus familiaux supérieurs à cette barrière-là vont pouvoir se faire doubler un 1 000 de cotisation par année. Et dans l'exemple, la raison pourquoi j'ai pu me faire tripler 3 000 et non pas seulement 500, c'est justement que j'ai pu retourner 10 ans en arrière. Donc, j'avais 10 fois 500 j'aurais pu me faire tripler jusqu'à 5 000 dans une première année au niveau des cotisations. Donc, je pense que ça fait un peu le tour pour le REI. Une dernière chose qui est bonne à savoir que je n'ai pas mentionné, c'est que les dépôts maximales à vie dans le régime, c'est 200 000 Comme on va le voir à la prochaine diapositive, il y a d'autres outils qui vont pouvoir nous aider à maximiser notre épargne. C'est sûr qu'une fois que tous les bons et que toutes les subventions ont été récupérées à l'intérieur du REI, peut-être qu'on aurait des arguments pour envisager l'utilisation de d'autres régimes, même pour de l'épargne à long terme, en raison de la limitation plus grande au niveau des retraits dans le REI.
Fait que c'est dans ces moments-là, on va peut-être se repencher vers des outils accessibles à tout le monde. Donc, le REER, le régime acheté d'épargne études, le CELI. Et l'année prochaine, on a un nouveau programme qui devrait voir le jour, le CELIAP, qui risque d'être très intéressant pour certaines personnes aussi. Je vous dirais que ce qui va faire le choix entre un régime ou l'autre, ça va vraiment être la situation personnelle de chaque personne et ses objectifs prioritaires. Donc, si on veut faire de l'épargne long terme, peut-être que le régime ajusté d'épargne études, en raison des subventions, va être intéressant. Sinon, peut-être que le REER, à cause du jeu fiscal de report d'impôt, va être intéressant aussi. Euh, mais si on a un projet plus court, moyen terme, ou si on veut faire un coussin de sécurité à l'abri de l'impôt, de toute évidence, probablement que le CELI va être tout indiqué à ce moment-là. Pour ce qui est du CELIAP, c'est tout nouveau, tout chaud. On n'a pas encore les textes finaux de ce côté-là, mais dans une optique d'achat de première maison, entre autres, probablement un régime très, très intéressant à partir de l'an prochain. Alors, on parle de notre conseiller financier, on essaie de cibler les bonnes priorités. Ça va être une façon facile pour nous de maximiser nos finances, de maximiser le potentiel d'épargne qu'on a. Ça m'amène au dernier point de la présentation au niveau de la sécurité financière. Sécurité financière, on va voir au niveau de la protection du revenu, on va voir au niveau de la protection des héritiers et d'autres considérations qui peuvent peut-être nous venir en tête quand on reçoit ou quand on vit avec un diagnostic de SP. Au niveau de la protection du revenu, pour moi, c'est pas tous les conseillers en sécurité financière qui diraient nécessairement la même chose, mais pour moi, la protection du revenu, donc la protection en cas d'invalidité, la protection salaire qu'on entend parfois, c'est vraiment une protection qui se veut centrale à la sécurité de toute personne qui n'est pas indépendante de fortune. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que pour la majorité des gens, on représente notre plus gros actif. Ce qui vaut le plus cher chez nous, c'est pas les 50, 100, 200, 300 000 dollars de placement qu'on a. C'est bel et bien notre capacité à gagner notre revenu de 50, 75, 100 000 dollars par année. Parce que si j'ai la capacité de gagner 75 000 dollars par année, ça me prend pas beaucoup d'années pour dire que ça vaut plus cher que mon 250 000 dollars de placement. Donc, c'est ça qu'il faut chercher à protéger très rapidement, de la meilleure façon possible, le plus souvent, pour nous, parce qu'un célibataire a besoin de son revenu, mais aussi, même si on a une famille, parce qu'on ne veut pas devenir idéalement un poids financier pour la famille. Donc, plus on est capable de protéger notre source de revenus, mieux que c'est. C'est évident que quand on a un diagnostic de sclérose en plaques, c'est plus difficile de nous assurer d'un point de vue de l'invalidité. Les assureurs sont pas méchants, mais sont pas là pour faire de la charité. Ils vont vouloir vendre des assurances dans un espoir de faire un profit en bout de ligne sur la masse de leurs clients. Donc, ils vont accepter des risques qu'ils jugent raisonnables. Quand on a un diagnostic de SP, ça va nous faire en sorte qu'on va avoir habituellement trois façons d'aller chercher une protection en invalidité. La première, c'est à travers une couverture collective. Donc, si on a des assurances collectives avec notre employeur, excusez-moi, ça va être une des très belles façons d'aller chercher une protection de belle qualité à une tarification compétitive au niveau de l'assurance salaire. Si on n'a pas accès à une assurance avec un employeur, à ce moment-là, on va tomber dans des solutions sur base personnelle, donc des contrats personnels. Il existe, entre autres, un fournisseur dans le marché qui ouvre la porte à une assurance salaire aux gens qui ont un diagnostic de sclérose en plaques, mais ça va être un contrat avec une clause de condition préexistante de 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont, c'est pas une garantie, mais souvent ils vont accepter d'émettre un contrat et ils disent, pendant les 2 premières années du contrat, si vous tombez en arrêt de travail à cause de la sclérose en plaques, vous ne serez pas couvert. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un se soumette et réclame 2 semaines après. Mais suite au délai de 2 ans, ils disent, à partir de 2 ans et un jour, nous allons couvrir, incluant la sclérose en plaques, si jamais vous faites un arrêt de travail, pour accident et pour maladie. Bien entendu, dans le 2 ans initial, si on tombe en arrêt de travail pour une raison autre que la sclérose en plaques, qui n'était pas une condition préexistante au moment de mettre en place le contrat, donc je glisse sur une plaque de glace, je me fais mal au dos, je ne suis pas capable de travailler pendant quelques mois, mon contrat va déjà me payer après mon délai de carence. Alors, ça va couvrir les autres arrêts de travail potentiels, excluant l'ASP pendant 2 ans, et après 2 ans, toutes les conditions. C'est un cas typique ressemblerait à ça.
Si on n'a pas accès à cette police-là, il nous reste, en dernier recours, des polices de type accident seulement. Donc, des polices qui vont nous offrir un remplacement de salaire si on se blesse de manière accidentelle. Accident d'auto, glisser sur des plaques de glace, accident de ski, mais il ne faut pas que ce soit une maladie, que ce soit physique ou mentale. Il faut que ce soit vraiment accidentel. À ce moment-là, on a toujours accès à des polices accidents habituellement au niveau de l'assurance invalidité. Euh, j'ai été beaucoup trop vite, excusez-moi. Je vous amène au côté de la protection des héritiers. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire une assurance vie. Est-ce qu'une assurance vie est pertinente pour quelqu'un qui est atteint de sclérose en plaques? De ce côté-là, ça dépend vraiment de notre situation. À savoir, comme n'importe qui, là, qui a besoin d'une assurance vie? On a besoin d'une assurance vie si notre décès met des gens dans le trouble financièrement parlant. Si on décède, on va faire de la peine à beaucoup de gens autour de nous, mais c'est pas vrai que tout le monde autour de nous va s'en trouver plus mal en point d'un point de vue financier. Habituellement, si on est célibataire ou si on n'a pas d'enfants, même en couple, habituellement, on n'a pas un besoin aussi criant au niveau de l'assurance vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, mais peut-être que c'est moins primordial que lorsqu'on a des enfants, par exemple. Parce que les enfants peuvent en partie ou en grande partie dépendre de notre capacité à gagner un revenu pour assurer leur qualité de vie le temps qu'ils grandissent et deviennent autonomes eux-mêmes. Donc, ce que je voulais apporter à l'attention de la communauté de l'ASP ce soir, c'est que malgré un diagnostic de sclérose en plaques, il est souvent possible d'avoir accès à une assurance vie et parfois même, il est possible d'avoir accès à une assurance vie à des tarifications standards, donc à des tarifications normales dans le marché. C'est sûr que ça va beaucoup dépendre de notre diagnostic, de l'âge du diagnostic, de la sévérité de la maladie, mais c'est définitivement un dossier, si des personnes dépendent de nous, euh, on devrait explorer, on devrait en parler à notre conseiller en sécurité financière, voir est-ce que je devrais aller chercher une assurance vie, est-ce qu'il y a des offres raisonnables pour moi dans le marché et essayer de tracer la ligne au bon endroit. Donc, et oui, bien entendu, si on n'a pas accès à des produits avec des tarifications standards, il existe désormais de plus en plus d'offres qu'on appelle la tarification simplifiée. Donc, des offres qui vont être ouvertes aux personnes avec des diagnostics, entre autres un diagnostic de sclérose en plaques, mais souvent en contrepartie de primes un peu plus fortes. Mais au moins, on a accès à une protection, alors que dans le passé, ça pouvait être juste impossible d'avoir quoi que ce soit. Une des dernières choses que je voulais couvrir, ben l'avant-dernier point, je pense, c'était au niveau de la protection pour maladie grave. La protection pour maladie grave, c'est le troisième type de protection plus standard, plus commun qu'on a dans le marché, au-delà de l'invalidité et de l'assurance vie. C'est une protection qui va nous payer en cas de diagnostic d'une maladie grave. Bien entendu, si on a un diagnostic de sclérose en plaques, il n'y a aucun assureur qui va accepter de nous couvrir pour la sclérose en plaques dans un contrat d'assurance maladie grave. Ceci dit, certains assureurs vont être ouverts à l'idée d'offrir un contrat pour les autres conditions habituellement couvertes dans les contrats. Donc, on peut penser au cancer, aux problèmes de cœur, à l'Alzheimer. Il y a habituellement 25 conditions de couverte. Donc, si c'est un souci pour nous que d'avoir une couverture de ce type-là, on peut faire des démarches pour potentiellement avoir accès à des contrats de ce côté-là. L'assurance maladie grave, ça se veut habituellement un complément peut-être à une assurance invalidité. Parce que l'assurance invalidité va nous payer si on est inapte au travail. L'assureur va demander à un médecin de certifier qu'on n'est pas capable de faire notre emploi et c'est là que les prestations vont ouvrir après un certain délai. Dans un cas d'assurance maladie grave, c'est vraiment le diagnostic qui ouvre la porte aux prestations. Donc, la capacité de travailler n'est pas importante. C'est vraiment simplement la réponse, le diagnostic qui répond au cadre légal du contrat, qui va nous donner le droit à la prestation. Pourquoi je dis que c'est un complément à l'assurance invalidité, c'est que si on pense par exemple à quelqu'un qui a un cancer, beaucoup de personnes avec un cancer sont aptes au travail. Ils vont faire des traitements, parfois de chimiothérapie, entre autres. Ils vont être incapables de travailler quelques jours suite au traitement, mais ils vont être capables de travailler à court terme. Donc, ils ne pourront pas faire 90 jours de délai de carence et après ça, recevoir des prestations. Ils vont être aptes au travail bien avant ça. Donc, l'assurance maladie grave vient un peu combler ce gap-là, si on veut, dans la couverture et nous ouvre le droit à une indemnité pour qu'on puisse faire face au diagnostic de la manière où on le veut.
Alors, encore une fois, parlez à vos conseillers si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le message ce soir, c'est que c'est pas parce que vous avez un diagnostic de SP que nécessairement vous n'avez pas accès à aucun type de produit de ce genre-là. La dernière chose que je voulais partager avec vous ce soir, c'est quelque chose qui m'est venu en tête avec des dossiers que j'avais travaillés pour des clients. C'est des clients qui s'inquiétaient du fait que leur enfant peut-être n'aurait pas droit à de l'assurance dans le futur, du fait qu'eux autres mêmes étaient atteints de la sclérose en plaques. Donc, ça peut être parfois vrai, mais plus souvent qu'autrement, si on fait des démarches pendant que les enfants sont jeunes et en bonne santé, on va être capable de protéger l'assurabilité des enfants. Ce qu'on veut dire par là, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement de prendre un contrat, bien souvent, sur la, la vie, la santé des enfants pendant qu'ils sont jeunes et en bonne santé. Et en faisant ça, ben, ce que ça fait, c'est qu'on leur garantit un minimum de couverture à long terme pour leurs besoins futurs, quand eux autres auront peut-être des enfants, une hypothèque, peu importe. Donc, de ce côté-là, le message ce soir que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que vous avez un diagnostic de sclérose en plaques personnellement que nécessairement vos enfants ne seront pas assurables. Mais c'est sûr que d'être proactif à protéger leur assurabilité pourrait être pertinent dans le futur si jamais il y avait de l'hérédité de ce côté-là ou n'importe quoi d'autre. Tu sais, si leur santé devait évoluer de façon défavorable, ils auraient déjà protégé leur assurabilité. On peut le faire en assurance vie, on peut le faire en assurance maladie grave habituellement, mais pour l'assurance invalidité, ça prend un salaire. Donc, habituellement, enfin, on n'en a pas, donc pas accessible de ce côté-là. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Je vous mets à l'écran les divulgations que je vous invite à lire, mais je vais réinviter mon collègue parce qu'on va être rendu à la période des questions. Hey, merci énormément, Vincent, de toute cette information-là. C'était vraiment, vraiment très, très clair. J'insiste parce que d'habitude, c'est le genre de sujet que j'ai un peu de misère à m'y retrouver. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé la simplicité avec laquelle tu nous as amené ça. C'est très Euh, gentil, merci beaucoup. donc, ben voilà, en fait, on a déjà reçu des questions de la part des gens qui regardaient. Alors, je vais en lire quelques-unes pour le temps qui reste d'ici la fin du webinaire de ce soir. Donc, première question, une question en plusieurs volets. Alors, je vais la lire au complet. Jusqu'à quel âge peut-on cotiser au REEI? À quel âge pouvons-nous commencer à retirer dans ce REEI? Et les subventions du gouvernement prennent-elles fin à nos 49 ans? Voilà la question. Euh, je vais mettre un sous toute réserve au début de ma réponse, mais habituellement, les subventions, si je ne me trompe pas, là, c'est jusqu'à l'âge de 50 ans, effectivement, qu'il faut avoir cotisé dans le régime. Suite à ça, les régimes peuvent être ouverts. Encore une fois, je vous invite peut-être à vérifier votre conseiller en sécurité financière ou votre conseiller en placement. Je pense qu'on peut ouvrir un régime suite à nos 50 ans jusqu'à nos 55 ans, mais là, les subventions et les bons canadiens ne seront plus accessibles. Fait que ça va juste être pour le sauver de l'impôt sur les sommes qu'on met dans le régime, tout simplement, sur les rendements qu'on va faire. Au niveau du décaissement, il n'y a pas nécessairement d'âge minimal. On peut le faire avant 55 ans, sauf que le délai de 10 ans va être à respecter. Donc, habituellement, les gens vont cotiser jusqu'à environ 55, 50 ans. Plus 50 ans, ils commencent à décaisser à 60 ans. Ça va être la ligne tendancielle la plus forte. Il y avait-tu une autre partie que j'ai manquée, je pense, dans la Non, question? je pense que ça répond pas mal à l'entièreté de la question, en fait. Fait que c'est ça. Fait que les Euh, subventions jusqu'à 50 ans, après ça, délai de 10 ans, ce qui fait que souvent on commence à décaisser à 60. Mais quelqu'un qui arrêterait de cotiser d'avance, soit parce qu'il a déjà tout été chercher ses subventions ou parce qu'il ne souhaite plus cotiser, pourrait le faire avant 60 ans. j'ai une deuxième question ici qui est, est-ce que c'est possible de convertir un REER en REEI? Euh, c'est plate, là, mais il faudrait que je vérifie de ce côté-là. Je ne l'ai jamais fait dans ma pratique jusqu'à présent, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas Mhm. sur le bout des doigts. Je ne serais pas surpris que oui. Et je suis désolé de ne pas avoir la réponse, mais si quelqu'un me donne une adresse courriel, je vais m'assurer de faire le suivi avec la personne concernée. Je jump là-dessus dans le fond. Puis si on a déjà, mettons, des REER d'un côté,
on peut commencer à cotiser dans un REI, puis l'avantage du REI, ce n'est que la contribution du gouvernement jusqu'à temps qu'on atteigne ce maximum-là qui peut être atteint en 10 ans, c'est ça? Non, ben en fait, premièrement, le REI, il faut avoir droit au crédit d'impôt aux personnes handicapées. Fait que ça, c'est la clé pour avoir le Mhm. droit au régime. Ouais. Après ça, oui, un des principaux arguments pour cotiser dans le REI, c'est les subventions du gouvernement qui peuvent être très importantes. Mhm. On a vu tantôt, on peut tripler notre argent à la cotisation sur un certain montant, après ça, en doubler une autre partie. Euh, et ça, c'est un régime de capitalisation à long terme. Donc, quelqu'un qui rouvre un régime, on peut avoir des régimes enfants, là. Quelqu'un qui a une maladie euh, qui limite sa vie quotidienne étant enfant peut déjà l'ouvrir à 3 ans et conserver son régime jusqu'à 80 ans. Donc, de ce Mhm. côté-là, le 10 ans, c'est vraiment juste quand je prévois commencer à décaisser mon régime, il faut que ma dernière cotisation ait lieu 10 ans dans le passé. C'est OK. pas si. Donc, on peut faire à l'abri de l'impôt du rendement dans notre régime. On a droit aux subventions, puis on a aussi droit au bon canadien pour épargne invalidité. Il faut pas l'oublier. Si on a des revenus modestes, jusqu'à 20 000 d'argent aussi qui peut être déposé des gouvernements de ce côté-là. Parfait. Une autre question un peu plus précise. Pourquoi je dois régulièrement faire remplir des formulaires par mon assureur hypothèque, par mon médecin, alors que je suis en invalidité complète? Je vais juste la relire pour être sûr qu'on s'est bien compris. Pourquoi je dois régulièrement faire remplir des formulaires de mon assureur hypothèque par mon médecin alors que je suis en Ouais. invalidité complète? C'est sûr que j'ai pas assez d'informations pour répondre à la question. Je vous dirais, ce que je peux entrevoir, là, c'est que c'est une pratique courante pour les assureurs de revérifier périodiquement notre droit aux prestations. Ils veulent s'assurer que notre situation n'a pas changé et qu'on est toujours dans le cadre du contrat, qu'on a toujours droit à nos prestations. Donc, que ce soit revisité périodiquement, c'est quelque chose qui est pas anormal, mais pour la situation de la personne comme telle, j'ai pas assez d'informations, puis ça serait vraiment son conseiller qui pourrait le guider là-dedans, malheureusement. Mhm. OK, OK. Euh, Quelqu'un d'autre nous dit, je viens d'avoir 60 ans, je reçois un RRQ invalidité. Est-ce qu'il y a toujours une coupe à ma rente à 60 ans? Il y avait un débat face à cela, qu'en est-il? S'il y avait une coupe à votre rente à 60 ans, c'est... Ouf, encore une fois, je suis désolé, on pose des questions à lesquelles j'étais pas prête. Probablement qu'à 60 ans, c'est que c'est le RRQ plus standard qui va embarquer. Donc, les rentes de retraite comme telles et la rente d'invalidité tomberaient, mais encore une fois, si ça me fait plaisir de faire les recherches et revenir à la personne, mais je ne l'ai pas sur le bout des doigts. Je suis désolé. Ah, il n'y a pas de problème. En fait, c'est sûr que pour, pour comme peut-être transmettre ce que les gens doivent vivre à la maison, c'est que quand on est en face de quelqu'un qui connaît à ce point-là tous ces rouages-là, on a comme envie, j'aurais envie de te garder avec moi toute la soirée et de te poser toutes mes questions. Fait que c'est probablement pour ça que certaines questions semblent vraiment, vraiment précises. Ici, il y a quelqu'un qui dit, mon employeur m'accorde 2 ans d'arrêt maladie. Si après ça, je ne suis pas apte à retourner au travail, je perds mon emploi. Que dois-je faire? Ouf. C'est vraiment des questions très pointues. Euh, Ah. c'est plate, mais j'ai pas assez d'informations pour pouvoir donner un conseil là-dessus. Et c'est peut-être un conseil qui va tomber aussi dans les conseils légaux. Puis de ce côté-là, je suis pas qualifié pour les répondre, malheureusement. Mais j'imagine que tu irais conseiller à n'importe qui d'avoir une bonne conversation avec ne serait-ce qu'un conseiller financier ou un Oui, planificateur financier. absolument. Absolument. Je vous dirais que ça, c'est ce que j'ai essayé de dire à quelques reprises. Là. Si vous ne l'avez pas déjà fait, parlez de votre diagnostic avec votre comptable pour tous les aspects fiscaux. Parlez avec un conseiller financier pour tout l'aspect REI et du gouvernement. C'est toutes les questions qu'on a eues, c'est parce que c'est très spécifique à chaque personne. C'est pour ça qu'on tombe dans les spécificités vis-à-vis de la généralité. Mais oui, consulter au niveau des arrêts de travail. Est-ce qu'on a des recours légaux? À ce moment-là, ça serait un avocat, mais là, Mhm. c'est de poser des questions à des personnes qui s'y connaissent, malheureusement. Ça donne envie d'avoir un webinaire éventuellement avec un avocat.
Je lance ça comme ça. Je vais lire une autre question. Doit-on obligatoirement être reconnu éligible au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour avoir droit d'ouvrir des comptes de subvention du gouvernement discuté en début de webinaire? Oui, le crédit d'impôt personnes handicapées est un critère primordial pour l'ouverture du REI. Donc, ouais, faut le garder en tête. Par- Parfait. Quelqu'un d'autre nous dit, j'ai eu mon diagnostic alors que je n'avais pas de travail. Si j'ai bien compris, quand je vais retourner au travail, je ne pourrai pas bénéficier d'une assurance maladie longue durée si je deviens invalide ou non apte au travail. Je vous dirais que ça, Ah, c'est des cas d'espèce. Du fait qu'on n'était pas au travail, qu'on avait le diagnostic, non, c'est pas automatique. Ça va dépendre du contrat d'assurance collective en place chez l'employeur. Donc, des fois, il va y avoir des limitations pour des conditions préexistantes. Des fois, c'est plus permissif. Fait que ça va vraiment être de vérifier avec votre employeur si vous seriez couvert, s'il y a une assurance collective en place. S'il n'y a pas d'assurance collective en place, comme je le disais, on peut peut-être faire des démarches pour un contrat personnel. Ça va être un contrat habituellement qui va avoir une clause de préexistante, là, de conditions préexistantes pendant 2 ans, mais il y a peut-être des avenues à explorer pour ne pas être face à rien advenant un arrêt de travail. Fait que c'est de vérifier vraiment à quoi on a accès à travers notre emploi, c'est la première étape. Et si c'est pas satisfaisant pour nous, ben de voir est-ce qu'il y a autre chose pour compléter sur le côté. si je peux ajouter à ça un cas personnel, moi, pour ma part, lorsque j'ai eu mon diagnostic, j'étais employé et j'ai pris le risque de partir à mon compte. Ça n'a pas été un si gros risque que ça, mais donc j'ai perdu l'assurance collective que j'avais chez mon employeur et perdu aussi de façon un peu inconsciente mon assurance invalidité. Et j'ai passé 3 ans à la pige et là je suis retourné comme employé et avec mon employeur, j'ai maintenant une assurance invalidité et je suis sain et sauf. Donc, c'est quand même possible, même après le diagnostic, de pouvoir avoir une assurance invalidité avec un employeur. Ouais. Habituellement, oui, c'est qu'il va y avoir un minimum sans questionnaire médical et au-delà du montant assuré pour tout le monde, si on en veut plus, là, ils vont poser des questions et probablement là qu'à ce moment-là, on serait limité de ce côté-là. Une autre question ici, c'est je bénéficie d'une bonne assurance collective au travail. Toutefois, je songe parfois à peut-être changer d'emploi. Est-ce que je perdrais mes assurances et alors il serait difficile d'être éligible auprès d'un autre assureur? Potentiellement, oui. Des fois en totalité, des fois partiellement. Ça serait de bien lire les clauses de votre contrat collectif. En invalidité, habituellement, ça va tomber. Habituellement, l'assurance invalidité ne pourra pas nous suivre si on change d'emploi. Parfois, au niveau des assurances vie, on va avoir le droit de conserver une partie ou la totalité de la protection avec une prime relativement standard, là, comme si on avait poursuivi dans le collectif ou à peu près. Donc, ça dépend du type de protection et ça dépend toujours du régime comme tel, ce qui a été négocié et prévu par l'employeur. Mais avant de donner sa démission, peut-être de prendre le temps de faire les vérifications, ne serait-ce que pour l'assurance vie, ça peut être un beau gain à garder, effectivement. Euh, J'avais envie d'ajouter un petit détail aussi par rapport à ça. Si on rejoint une petite entreprise, il serait possible que le poids de notre médication, le coût de notre médication puisse faire monter le prix des assurances de tout le monde. Et des fois, je pense que au niveau de discrimination, on ne peut pas être refusé un emploi à cause de ça, mais c'est quand même quelque chose qui est triste en général. Ouais. Et dernière question ici, après 65 ans, avons-nous quelque chose à part la Régie des rentes et pensions fédérales? Non, non, malheureusement, c'est vraiment ça au Canada qui est plate. On est mieux que certains pays, on est pire que d'autres, mais c'est une des raisons pourquoi je voulais rappeler l'importance de l'épargne à long terme, c'est qu'on est face à pas grand-chose en fin de carrière si on n'a pas fait d'épargne. Donc, RRQ, PSV, donc régime fédéral provincial. Au niveau fédéral, si nos revenus sont très modestes, on va avoir le droit au supplément de revenus garanti. Donc, on va pouvoir aller bonifier notre prestation fédérale, mais ça reste que si on ne compte que sur ça, ça fait pas un gros train de vie du tout là, à la retraite. Donc, encore une fois, compléter avec nos propres moyens, c'est tout à fait suggéré.
Mais voilà, mais merci, même si ça termine un peu sur une note sombre, c'est sûr que tout ça, toute cette information-là était excessivement pertinente, que ce soit pour les gens avec un diagnostic de SP ou n'importe qui. C'est toujours vraiment, vraiment le fun d'avoir de l'information claire et concise et précise comme ça. Donc, merci encore énormément, Vincent, pour ton temps et tes connaissances. Merci de l'invitation, puis tant mieux si ça peut aider quelques personnes. Voilà, donc j'aimerais maintenant prendre un instant pour voyons, j'aimerais terminer en vous rappelant que l'enregistrement des webinaires précédents, dont probablement celui que Vincent a parlé plus tôt, sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Suivez également la Société canadienne de la sclérose en plaques sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût des dernières nouvelles. Encore une fois, nous tenons à remercier notre commanditaire principal, Novartis, et nos commanditaires partenaires, Biogène, EMD Serono et Alexion. Je vous remercie d'avoir pris part au webinaire qui s'est tenu ce soir. Et revenez la prochaine fois. Moi, je vais être encore ici, puis j'apprends vraiment, vraiment beaucoup à chaque fois. Donc, je pense que c'est super pertinent pour tout le monde. Alors, merci. Bonne soirée à vous.